Bonjour et bienvenue dans cette émission du 8 juillet 2024 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que grâce à mes donateurs et abonnés, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons faire un petit point post-élection législative. J'ai republié hier, mais je n'aurai pas le droit ici du fait des droits d'auteur, une chanson de Léo Ferré. Ils ont voté, et puis après. Et en fait, ça m'a fait penser à une anecdote que m'a rapporté mon excellent collègue et ami Philippe Bobola, authentique, d'un dirigeant du Bilderberg, en l'occurrence Lord Jacob Rothschild, qui s'est fait prendre à partie par un altermondialiste devant des caméras. Et l'altermondialiste a commencé à lui dire tout le mal qu'il pensait de lui, que ça n'était qu'un prédateur capitaliste, qu'il en avait rien à fiche de la misère du monde, qu'il promouvait un monde profondément injuste, qu'il fallait absolument interdire à des gens comme lui d'avoir le pouvoir. Et voilà, le type s'excitait et s'excitait et s'excitait, jusqu'au moment où ça a rien un peu retombé. Il s'est arrêté et à ce moment-là, Lord Rothschild lui a simplement demandé « Et ?» Et dans ce « et puis après » se trouve toute la misère de l'impuissance dans laquelle nous sommes actuellement plongés. Et oui, on peut trouver profondément injuste qu'un club très sélect de psychopathes mondialistes globalisés dirige les destins de la planète. On peut s'en offusquer, on peut dire tout le mal qu'on en pense et... on peut être invité aux urnes, comme si cela avait la moindre chance de changer quoi que ce soit. Et puis après, et voilà donc la situation dans laquelle, évidemment, nous sommes, parce que tout ceci n'est qu'un théâtre, n'est que du grand guignol, sans aucun impact sur les décisions réelles, et donc sans aucun enjeu autre que celui de faire un gigantesque divertissement, un détournement d'attention, en nous faisant croire que des choses très importantes se déroulent, alors que la réalité malheureuse aujourd'hui est que de la gauche à la droite de l'échiquier politique, à de très rares exceptions près, mais qui prennent des bouillons électoraux, tout le monde, tous les partis tirent à la même corde du globalo-fascisme. Dieu sait si on l'a vu pendant la crise sanitaire. Et donc, dans un soi-disant affrontement entre la gauche et l'extrême droite, tout d'un coup, il était question de sauver la République, de sauver l'État de droit, de sauver l'égalité entre les citoyens, de ne pas souffrir qu'une quelconque discrimination soit infligée à un quelconque groupe de la population, comme si les 4 années écoulées n'avaient pas eu lieu, et que tous ces gens qui se présentent aujourd'hui comme des parangons de vertu n'aient été les plus odieux traîtres et discriminateurs et violeurs de la Constitution et des lois fondamentales. Alors, tournons-nous comme d'habitude vers les meilleures sources, au bon tweet français. Coucou Emmanuel Macron, tu féliciteras l'équipe de McKinsey de ma part. C'était génial cette idée de dissolution. C'est un très bel enfume crétin qui te permet de conserver le pouvoir alors que tout le monde te déteste. Je suis beau joueur. McKinsey mérite ses honoraires. Il enchaîne. Les Français ont parlé. Afin de punir Macron de sa dévotion vis-à-vis de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'Ukraine, ils ont élu un groupe politique en faveur de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'Ukraine. Grosse défaite du parti politique Rassemblement National qui était en faveur de l'Union européenne, de l'OTAN et de l'Ukraine. Tout ceci, effectivement, n'est qu'une bouffonnade. Alexis Haupt, philosophe, dans un registre un peu plus recherché, se demande qui a gagné. Eh bien, la société de contrôle, le crédit social, la monnaie numérique, le transhumanisme, l'hypersexualisation des enfants, la plutocratie, Davos, McKinsey, BlackRock, l'État profond. Qui a perdu ? Les 99% dont la quasi-totalité n'est même pas au courant de ce tweet. Et voilà, vous pensez que ça va prendre encore combien de temps pour que les gens comprennent le coût des barrages aux extrêmes afin de faire gagner le parti de Big Brother ? Encore à peu près combien de siècles, je veux dire ? Et c'est probablement l'ordre de grandeur dans lequel nous nous situons, sauf événement exceptionnel. Et donc, comme l'a relevé Marguerite Stern, le projet est clair. Emmanuel Macron poursuit sa route, détruire les rues, détruire les corps, détruire les sexes, détruire notre civilisation, détruire le langage, détruire nos traditions, détruire nos institutions, détruire les hommes, détruire les femmes, détruire les enfants, détruire, oui,
Et j'ai rajouté diviser et détruire. En effet, c'est ce qui est en train de se dérouler. Alors Paul-Antoine Martin, bien sûr, relève, quand un pervers est aux commandes, le programme, le vrai programme, est la division et la destruction. Ce programme sera paré des plus beaux atours et de la meilleure manipulation, mais c'est pour mieux cacher la destruction et l'atomisation. Alors il y a quand même certaines nouveautés à certains endroits, et notamment le fait qu'on commence publiquement à parler de la psychopathologie, du narcissisme pathologique d'Emmanuel Macron. Bon, ça fait des années et des années que j'en parle, mais tant mieux, mieux vaut tard que jamais, et en l'occurrence un psychologue, monsieur Jean Dorido, chez Pascal Praud, sur CNews, rebondissait sur le commentaire d'Alain Minc, disant que le narcissisme poussait à un état presque pathologique, non, le presque tu le barres, Alain Minc, franchement, là, faut pas exagérer, qui conduit au déni du réel. Ben oui, évidemment, c'est exactement ce dont il s'agit. Écoutons le psychologue en question. Monsieur Minc, si vous voulez, en psychologie, on a identifié depuis longtemps ce que le psychologue appelle la triade noire. La triade noire, ce sont 3 traits de personnalité qui se retrouvent très fréquemment chez les personnes de pouvoir, le top management des grandes entreprises, les personnages politiques. Cette triade noire, c'est narcissisme, machiavélisme et psychopathie. Et bien sûr, le cocktail ensemble est assez détonnant. Moi, je vais y aller. Parce que... Si on creuse un peu pour apporter quand même quelque chose. Psychopathie, c'est quoi? Absence Alors de voilà, justement, sentiment, le psychopathe. On ressent rien. Alors merci Pascal Praud de m'aider à préciser. C'est une idée fréquemment répandue au grand public d'imaginer que le psychopathe ne ressent rien. C'est pas vrai. Le psychopathe n'a pas d'empathie. En revanche, un psychopathe qui va martyriser quelqu'un, il jubile. Il ressent un plaisir très intense, une joie évidemment toxique à voir à quel point... Donc c'est un pervers. Alors, ça va souvent de pair. Ah voilà, ça a le mérite d'être reconnu, mais d'un autre côté, la mesure la plus élémentaire qu'il faudrait prendre face à quelqu'un d'aussi tordu et dangereux, ça serait évidemment de lui retirer le pouvoir, de ne pas lui laisser l'exercer, mais bon, nous sommes encore à des années-lumière de cela, malheureusement. Alors, ce qui est très amusant, c'est que tous les différents protagonistes de ce jeu totalement absurde continuent d'être surpris, comme Manon Aubry, qui n'en revient pas qu'Emmanuel Macron n'ait pas choisi de nommer un Premier ministre du nouveau Front populaire. Oh, ça alors. Tout comme Gabriel Attal était très surpris de ne pas avoir été mis au courant de la dissolution. Oh, ça alors. Et comme Bernard Arnault d'ailleurs. Oh, ça alors. Ces gens sont vraiment tous des grands naïfs. Maintenant, pour aller à l'essentiel, Yves Pozzo di Borgo le résume, un président de la République qui obtient dans une élection majeure seulement 14% des votants, soit 7% des inscrits, qui aurait dû démissionner dans l'esprit de la Ve République, continue, enfermé dans son palais, à manœuvrer les pions de la politique française. Et on ne nous épargne vraiment rien, et notamment un discours totalement pontifiant de quelqu'un qui, rappelons-le, n'a absolument jamais eu aucun travail sérieux de sa vie, n'a pas fait d'études sérieuses de sa vie et qui se retrouve malgré tout Premier ministre, probablement à la faveur des coucheries auxquelles il s'est livré, et qui, bien sûr, tient un discours pondu par quelques spin-doctors en mal d'inspiration. « Ce soir, une nouvelle ère commence pour notre nation. Je ne me résoudrai jamais à ce que des millions de nos concitoyens fassent le choix de voter pour les extrêmes. » Oui, sauf que lui-même représente évidemment aussi le cœur de l'extrême globalo-fasciste sous les oripeaux de partis républicains. Et j'aime bien le commentaire de Tetra Pharmacon, un autre compte qu'il vaut la peine de suivre sur X. Une nouvelle ère, un nouvel éon, que disons-nous, un nouvel univers. L'ours embrassera la chèvre. Le nord et le sud ne feront qu'un. As above, so below, tout ça. Et les humains se baigneront dans des fontaines de lait. Le changement même va changer. Si, c'est de cet ordre de grandeur. Sauf que pendant ce temps-là, dans la réalité, l'inénarrable Klaus Schwab, même s'il est sur la voie de sortie, on pressent l'abominable Tony Blair pour le remplacer, franchement ça serait ton sur ton, lui vient de déclarer lors du Davos d'été qui s'est tenu en Chine « Nous devons forcer l'humanité à collaborer avec l'agenda mondialiste ». Eh ben oui, bien sûr, on va quand même pas lui laisser le choix et on ne souffrira pas qu'elle ne soit pas d'accord avec ce que les esprits très éclairés comme lui-même, qui aura bientôt une puce dans le cerveau, choisiront pour l'avenir de l'humanité.
Bon, à part ça, relevons au passage un autre thème, quand même, qu'il convient de souligner, qui est cette discrépance, pour rester poli, entre les projections à la sortie des urnes et les résultats réels. Didier Maisto a souligné que jusqu'à 18h, les différents instituts de sondage étaient sur un Rassemblement national en tête, entre 210 et 230 sièges, puis les projections se sont inversées vers 19h, IFOP à 20h, Nouveau Front Populaire 180 à 215, Rassemblement national et alliés 120 à 150, ce qui est quand même beaucoup plus raisonnable, et puis les Républicains et DVD, et oui, DVD, voilà, vous pouvez le glisser dans le lecteur de DVD, 60 à 65. Et Zoé Sagan, juste avant de se faire supprimer son compte sur X, soulignait à juste titre que comme à chaque élection en France depuis 1945, tout est en train de se jouer entre 18h et 20h, quand le ministre de l'Intérieur fait des allers-retours avec les Américains pour ajuster les chiffres. Alors complotisme quand il nous tient, mais il faut savoir que Michael Benz, qui est cet ancien collaborateur du département d'État américain, spécialiste des questions informatiques, a révélé dans une interview à Tucker Carlson, dont je me suis beaucoup inspiré pour le chapitre sur le complexe industriel de la censure dans mon livre La fabrication du désastre, que par exemple, les mots-clés fraude électorale autour de l'élection présidentielle de 2020 avaient été mis en alerte à l'avance, quelques jours avant les élections, de sorte à ce que tous les contenus qui contenaient ces mots-clés dans les jours et les semaines qui ont suivi se sont retrouvés bloqués, ralentis, mis sur une voie de garage ou censurés. C'est-à-dire qu'en fait, on a empêché le débat sur la fraude électorale en l'ayant anticipé et prévu des jours et des jours à l'avance. On n'aura quand même pas oublié ces variations insensées des résultats lors de l'élection de 2022. On n'a pas oublié non plus la manière dont aux États-Unis, Trump était très nettement en avance et de manière qui n'est absolument pas explicable par aucun phénomène naturel, d'un coup a été dépassé, avec notamment l'arrivée d'un ensemble de votes soi-disant par correspondance, mais qui, aux surprises, étaient tous en faveur de Joe Biden. Et donc, bien sûr que cela pose une énorme question d'intégrité des processus électoraux, avec un soupçon très légitime de fraude au dépouillement, au décompte, mais aussi avec ce motif que je n'ai cessé de souligner tellement il est important dans la dérive en cours, du cachet en pleine lumière. Lorsqu'on vous montre Marine Le Pen avec une franche avance sur Emmanuel Macron et que cela s'inverse en l'espace de quelques dizaines de minutes, lorsque l'on voit Trump avoir une avance considérable sur Biden et que, boum, cela s'inverse de manière impossible, avec des vrais décomptes électoraux d'une minute à l'autre, eh bien c'est évidemment qu'il y a là quelque chose, mais c'est tellement montré en pleine lumière que cela s'inscrit totalement dans les stratégies de dissimulation. Il suffit d'appeler ceux qui montrent qu'il y a un problème et qui invite à s'y intéresser de complotistes et d'extrémistes et d'antisémites et du tutti quanti pour que la prévention soit faite. Alors Candace Owens aux États-Unis, je reviendrai sur elle dans un instant, met en avant le fait que l'illusion de la démocratie s'estompe dans le monde entier. Aujourd'hui, franchement, il est tellement évident que nous vivons dans un mensonge complet et dont, de manière assez vertigineuse, on peine même à appréhender l'envergure dans le présent, mais également dans le passé récent. Alors je rappelle une fois de plus la fameuse phrase de Edward Snowden, vous ne réalisez pas à quel point il est difficile d'exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge. Noam Chomsky l'avait dit à sa manière, la population en général ne sait pas ce qui est en train de se passer, elle ne sait même pas qu'elle ne le sait pas. Et évidemment que la presse sert exactement à cela et à rien d'autre. Alors, j'en avais besoin d'une confirmation de la prostitution totale de la presse, qui est ce qui permet de s'assurer que la population en général ne sait même pas ce qui est en train de se passer. Eh bien, ce tweet de Aurélien Rousseau, ma gratitude à la presse. Je pense en particulier à la PQR, aux antennes de France Bleu et aux journaux Le Monde, mais aussi La Croix, Libé ou l'Humanité. Leur travail a été indispensable et à la hauteur de ce moment historique. Une presse libre et de très haut niveau. Voilà. Les journaux qui auront le mieux aidé auront les plus belles subventions. Conclut avec sagacité Paul-Antoine Martin.
Alors, la situation évidemment est verrouillée, on nous prend pour des cons, on fait du détournement d'attention avec des psychodrames politiques et électoraux qui n'en sont pas, étant donné que tous les partis de l'échiquier tirent à la même corde et bouffent au même râtelier du projet globalo-fasciste, c'est-à-dire de se soumettre à ce que Klaus Schwab énonce de manière explicite. Et aucun des partis politiques en lice n'offre aucune alternative crédible par rapport à cela. Alors heureusement, ce mensonge énorme, et ça va ensemble, est aussi fragile. Il a ses talons d'Achille. Et il faut vraiment souligner la pugnacité d'un certain nombre de personnalités, notamment journalistiques, je pense à Tucker Carlson et Candace Owens aux États-Unis. Vous voyez, Candace Owens, là, elle prend le taureau par les cornes et elle est en train de tout mettre à plat, des mensonges dans lesquels nous avons grandi. Et notamment en repassant toutes les incohérences absolues autour des attentats du 11 septembre. Alors, je me permets de le redire une fois de plus. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé le 11 septembre. Par contre, ce que je sais de manière quasi certaine, c'est que le rapport d'enquête produit par le gouvernement américain est faux, et c'est très facile à savoir, il contient un ensemble de choses qui sont totalement impossibles, qu'il affirme pourtant de but en blanc, exactement comme le rapport d'enquête sur l'assassinat du président Kennedy avait osé affirmer qu'une balle était entrée dans un corps, avait fait carrément un demi-tour, était ressortie à un autre orifice, puis avait changé de trajectoire pour aller blesser quelqu'un d'autre. Et donc, Candace Owens est en train de reprendre tous les éléments du dossier de la manière la plus franche et la plus directe possible, et devinez quoi ? Cela suscite énormément d'intérêt. Alors évidemment que la presse invoque le spectaculaire, le complotisme, mais au fond c'est beaucoup plus simple. Les gens savent bien qu'on s'est foutu d'eux, et si une journaliste enfin fait un travail sérieux pour essayer de faire apparaître et de mettre en lumière ce qu'il y a à comprendre, évidemment que cela suscite de l'intérêt. Maintenant, Candace Owens est aussi extrêmement pugnace sur la direction, sur la présidence de l'État français. Et il y a notamment eu une altercation avec un journaliste très mainstream, Piers Morgan. Alors lui, c'est vraiment celui qui défend les intérêts mafieux du globalo-fascisme bec et ongle. Et elle a eu vraiment un échange absolument admirable avec lui, en pariant 150 000 $ que Macron a bel et bien été violé par Brigitte, alors qu'elle avait 39 ans et que lui n'en avait que 14. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle dit « Mais pourquoi est-ce que c'est tellement important, cette affaire ?» C'est parce qu'en réalité, c'est Brigitte Macron qui dirige la France. Et ça n'est pas son mari, qui a été violé par elle alors qu'il était un jeune étudiant. La France est gouvernée par des pervers. Vous voyez qu'un lecteur a laissé un commentaire, c'est clairement un cas de chantage et de contrainte. C'est très important, parce que ça veut dire que le président de la France peut être manipulé. Et Candace Owens ajoute, oui, bien sûr, mais il a même été élevé pour une raison en particulier. C'est-à-dire qu'elle insinue, en l'occurrence, que le viol qu'Emmanuel Macron a subi a été planifié de sorte à obtenir un certain profil de président de la République. Alors, ce sont les propos de Candace Owens. Bien sûr que je lui en laisse la responsabilité. Par contre, le simple fait qu'elle en parle publiquement avec autant d'assurance est en lui-même un fait politique, mais également un fait social, un fait sociologique. Et puis, elle est en train d'établir tout un ensemble de liens qui peuvent apparaître pertinents ou non, mais qui, si on prend justement en considération tout le bouquet d'indices dont nous disposons aujourd'hui sur la perversité qui régit les gouvernements en général, peuvent aussi avoir leur importance. Et donc, vous voyez un de ces tout derniers commentaires, de Brigitte Macron à l'imposition de l'idéologie de genre dans les écoles. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une coïncidence ? Et dans l'émission en question, elle a pris pour sujet principal Baphomet, c'est-à-dire la déité transgenre adorée par les satanistes, en disant qu'il y a tout un ensemble de liens avec la perversion et la perversité des élites. Et d'ailleurs, c'est Pierre Jovanovic qui nous l'a appris dans une émission autour de l'affaire Epstein.
Il semble que Brigitte et Emmanuel Macron figuraient eux aussi dans l'annuaire de l'agenda de Ghislaine Maxwell. Je passe ce court extrait. Vous voyez bien comment les Américains, notamment la CIA, fait chanter la couronne britannique avec toutes les vidéos qui ont été faites du prince Andrew avec toutes les gamines de 14, 15, 16 ans que Monsieur Epstein lui fournissait et qu'il filmait, alors que le prince Andrew ne le savait pas. Vous avez d'ailleurs sorti un livre sur Epstein, oui, bien sûr, oui. C'est pour ça que je vous en parle. D'autant qu'aujourd'hui, on a tellement d'informations maintenant qui sont sorties et qu'on a le procès de Ghislaine Maxwell. D'ailleurs, le dossier est tellement explosif que la juge a décidé de ne pas rendre public l'agenda avec tous les noms qui se trouvaient dans son bloc-notes, dans son annuaire. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, le nom de Brigitte et Emmanuel Macron s'y trouve. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, enfin il n'y a pas que, une des raisons pour lesquelles, si vous voulez, la juge américaine a décidé effectivement de ne pas rendre public cette pièce du dossier. C'est une pièce à conviction, en fait. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il est tellement important que nous ne nous laissions pas enfumer dans tout ce théâtre absolument grotesque d'où, au final, ne sortent que des choses relativement anecdotiques. Alors, je peux comprendre que des militants de gauche trouvent très important d'avoir mis en échec les horribles fascistes nazis du Rassemblement national, mais en attendant, Jordan Bardella, je suis désolé, c'est juste un membre de la caste médiatico-politique de plus qui, au fond, n'aurait pas fait grand-chose de très différent de ce que font les autres partie de la majorité présidentielle ou même la France insoumise si elle était aux commandes. Il ne faut pas nous raconter des histoires non plus. Donc plutôt que de nous laisser enfumer par ce qui est vraiment du théâtre fait pour capter notre attention, je crois qu'il est très essentiel à l'heure actuelle d'aller au fond des choses et d'aller taper dans les vrais sujets, de mettre à nu là où les choses se jouent réellement. On sait qu'il y a d'énormes zones d'ombre par rapport au passé. Faut-il rappeler que l'assassinat des frères Kennedy n'a toujours pas été résolu, qu'il y a 6000 pages de documents classifiés qui n'ont toujours pas été levés, que Trump a confié à un juge qui l'interrogeait sur pourquoi n'avez-vous pas levé le secret alors que toutes les échéances légales sont passées, s'est entendu répondre par Trump, si vous saviez ce qu'il y avait dedans, vous comprendriez pourquoi je ne les ai pas déclassifiés. Donc c'est qu'aujourd'hui encore, il y a dans notre histoire, ça remonte à plus de 60 ans, un énorme secret qui est tu. Il y a évidemment un énorme secret autour du 11 septembre, il y a un énorme secret autour de la guerre en Ukraine, il y a un énorme secret autour du 7 octobre en Israël. Les dernières révélations par les médias israéliens sont que le gouvernement a été informé 15 jours à l'avance du plan d'attaque précis du Hamas et des autres factions palestiniennes, et que c'est la doctrine Hannibal qui disait « on tue tous les Israéliens qui sont susceptibles d'être pris en otage et ramenés à Gaza », qui a causé le plus de morts. Donc le gouvernement israélien était au courant de l'attaque, l'a laissé se dérouler et a veillé à ce qu'il y ait le plus de victimes possible pour légitimer ce qui se passe depuis. Et tout ça est simplement abject. Cela se poursuit dans tous les étages de nos soi-disant démocraties. Et donc, oui, le Mossad et la CIA possèdent des sextapes faites par Epstein de tous les politiciens européens, américains, dont beaucoup de Français. Et donc, la prochaine émission, je vous invite à approfondir l'affaire Epstein. Après, j'aborderai évidemment la question des chemtrails. Et puis, je passerai également à une analyse des opérations de manipulation psychologique et d'ingénierie sociale qui sont actuellement appliquées à la résistance. Tout cela est très soigneusement prévu, dégage malheureusement beaucoup d'efficacité. Et si nous n'avons pas conscience de la bataille réelle qui est engagée dans le cadre des guerres de 5e génération, eh ben, il est à peu près certain que nous n'aurons jamais aucune chance de nous y opposer. Et donc voilà, je vous inviterai dans la poursuite de ce travail. Si vous appréciez cette chaîne et cette contenu, je vous rappelle que vous pouvez soutenir mon effort soit en faisant un don ou en souscrivant un abonnement à partir de 1 € par mois. Tous les renseignements sont disponibles sur ma chaîne et j'adresse d'ores et déjà un immense merci à toutes les personnes qui ont eu la bonté de me soutenir. Merci, ça m'encourage à continuer à essayer de produire du contenu de qualité et qui surtout éclaire les endroits où les choses se jouent réellement. À très bientôt, merci.